bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Ainsi, nous pourrons y répondre à la fin de la présentation. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Leïla Copti, présidente de Copticom Stratégie Relations publiques. Il me fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'Agora métropolitaine 2021. Alors, l'Agora métropolitaine, c'est ce rendez-vous que les élus du Grand Montréal et la société civile se donnent à tous les 2 ans pour suivre l'évolution du plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CMM, le PMAD, qui a maintenant 10 ans. Et avec la pandémie, on a opté pour une formule virtuelle cette année et on a eu 10 webinaires déjà depuis le printemps dernier. 9 webinaires avec les élus du Grand Montréal sur différentes thématiques, comment freiner l'étalement urbain, comment diversifier les sources de financement des transports collectifs, comment protéger, mettre en valeur nos milieux naturels, nos terres agricoles. Un webinaire aussi sur la densification intelligente. La semaine dernière, on a abordé toute l'importance de la participation citoyenne et la mobilisation citoyenne dans dans l'atteinte des objectifs ambitieux du PMAD. Alors, ces objectifs qui visent évidemment à offrir des milieux de vie de qualité pour les citoyens et les citoyennes du Grand Montréal, tout en protégeant notre environnement et se camper aussi dans l'urgence climatique. Alors, je vous rappelle les objectifs de la CMM à travers le PMAD. Donc, dans le PMAD, on vise à orienter 60 de la croissance des ménages dans les aires TOD d'ici 2031. On souhaite augmenter de 35 la part modale des transports collectifs pour la même période, d'assurer la protection de 17 d'ici 2030 des milieux naturels et aussi la protection intégrale du territoire agricole. Donc aujourd'hui, on aborde justement l'importance du rôle des organisations de la société civile dans le dossier de l'aménagement du territoire à l'échelle métropolitaine et à l'échelle du Québec. Les deux sont intimement liés et les organisations de la société civile sont évidemment importantes dans l'atteinte de ces objectifs-là qu'on s'est fixés. Au niveau du Québec, en janvier dernier, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Madame André Laforêt, annonçait le lancement d'une démarche de consultation en vue d'élaborer une stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires, la SNUAT, comme on appelle, avec l'objectif, entre autres, de freiner l'étalement urbain. Une stratégie qui est donc attendue de pied ferme puisque de nombreux enjeux métropolitains dépendent de cette stratégie et dépendent du gouvernement du Québec, comme par exemple le financement des transports collectifs, l'acquisition de milieux naturels et leur protection, en plus de donner des leviers aux municipalités pour négocier
avec les propriétaires de terrain et aussi pour permettre d'assurer une équité entre les 82 municipalités de la CMM qui se sont donné des règles communes, un plan de match commun très ambitieux à travers le PEMAD pour freiner l'étalement urbain, et toutes les municipalités qui sont limitrophes à la CMM. Parce qu'à l'heure actuelle, les efforts consentis dans la mise en œuvre du PEMAD sont actuellement menacés par l'étalement urbain qui est justement observé au pourtour de la CMM. Donc, une stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement qui va permettre d'assurer une cohérence et une coordination efficace dans les actions qui sont posées à l'échelle nationale et à l'échelle métropolitaine. Et le rôle des organisations de la société civile dans tout ça, bien, que ce soit des ONG environnementales, sociales, économiques, des experts des milieux universitaires, des associations de droit, de la communauté des affaires, de développement commercial, ces parties prenantes détiennent une expertise unique, que ce soit dans leur capacité de sensibilisation, d'éducation, de mobilisation des citoyens aux enjeux d'aménagement, dans la protection, la production et l'analyse de données pour mieux comprendre où on se situe et où on doit aller, dans l'identification des meilleures pratiques à mettre en œuvre sur le terrain, et puis de veiller sur les tendances, les nouvelles tendances à toutes les échelles, que ce soit nationales, internationales. Tout ça pour venir prêter main forte aux décideurs et aussi pour faire pression sur eux. Alors, et depuis sa création, ça fait maintenant 20 ans, particulièrement au cours des 10 dernières années, la CMM a développé des partenariats très efficaces avec les organisations de la société civile pour l'aider dans l'atteinte de ses objectifs. Avant de vous présenter les porte-paroles de ces organisations-là, de plusieurs de ces organisations-là, je vous précise qu'on va vous poser des questions tout au long du webinaire et on vous invite à y répondre en grand nombre parce qu'en temps réel, on va commenter les résultats au fur et à mesure et puis pour voir les questions, vous avez juste à quitter le mode plein écran. Il y a déjà une première question qui s'affiche si vous voulez aller voir. Et sans plus tarder, je vous présente nos 4 panélistes d'aujourd'hui. Alors, Samuel Pagé-Plouffe, conseiller à la direction générale chez Vivre en Ville. Madame Sarah Doyon, directrice générale de Trajectoire Québec. Monsieur Guy Turcotte, porte-parole de SOS Forêt Fernand Séguin. Et Monsieur Pascal Bigras, directeur général de Nature Action Québec. Bonjour à tous et à toutes. Samuel, on va se appeler par nos prénoms. Je vais commencer avec vous. Vivre en ville, dans des organisations de la société civile, c'est la référence au Québec en matière d'aménagement des territoires. Et parmi tous les projets qu'elle pilote, l'organisation a entre autres cofondé l'Alliance Ariane, qui regroupe une pluralité d'acteurs qui militent pour obtenir une politique d'aménagement du territoire au Québec. Et pour favoriser un maximum de participation citoyenne partout au Québec, dans le cadre de la consultation du gouvernement, l'Alliance a lancé au printemps dernier la campagne Parlons territoire, notamment avec l'organisation d'une série de rendez-vous thématiques régionaux partout à travers le Québec, avec un site et des outils pour vulgariser les enjeux d'aménagement, des ateliers aussi pour accompagner les citoyens. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement d'où vient cette idée de cette campagne Parlons territoire et comment vous avez réussi à convaincre les gens de participer, de s'intéresser aux enjeux d'aménagement? Parce que je pense que le bilan de participation était assez impressionnant. Oui, merci, merci Leïla. Je commencerai en remerciant la communauté métropolitaine de Montréal pour l'invitation. Ça me fait franchement plaisir d'être là ce matin. Donc, tout d'abord, ouais, parlons territoire. Qu'est-ce que c'est? D'où vient l'idée? Je commencerai en vous parlant un peu de l'Alliance Ariane, qui est un regroupement qui existe depuis 2015, un regroupement qui ratisse pas mal large d'organisations de la société civile, notamment là, des organisations, par exemple, qui représentent les ordres professionnels d'urbanistes en architecture, les groupes environnementaux, les groupes en agriculture, en patrimoine, et j'en oublie certainement, mais on ratisse très large. Et dès 2015, on s'est dit,
il faudrait vraiment que l'aménagement du territoire devienne une priorité au Québec. C'est l'angle mort de trop nombreuses de nos politiques publiques. Et on a donc ratissé très large. On a rassemblé des voix au cours des années en faveur d'une politique nationale d'aménagement du territoire. C'est à peu près ce qu'on est en train d'élaborer. On l'appelle stratégie nationale, mais c'est tout de même ce que l'on demandait. Et quand, au début de l'année, la ministre des Affaires municipales nous a confirmé qu'il y aurait effectivement l'élaboration d'une telle politique, on s'est dit, bien, comment on peut être utile maintenant? Dans nos conversations, il y avait notamment des gens qui avaient vécu à l'époque l'adoption du PMAD dans la communauté métropolitaine de Montréal et qui se sont dit, une des clés du succès, ce sera certainement la participation citoyenne, la participation de la société civile, la participation la plus nombreuse possible et la plus enthousiaste. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça Parlons territoire. Hein? Parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en, ça élèvera la barre. Et effectivement, on a eu une campagne. Donc, il y a le site web, vous pouvez le consulter, parlonsterritoire.québec. On a eu une tournée d'une quinzaine de rencontres, un peu plus que ça, mais quinzaine de rencontres à la fois régionales, donc une tournée du Québec, évidemment en ligne, et aussi là, des rencontres thématiques avec, je vous le dis, là, on était franchement impressionnés par la participation que ça a suscité, là, plus de 1000 participants. Et nous, notre volonté avec ça, c'était vraiment de dire aux gens, vous voyez, il y a les enjeux d'aménagement du territoire qui ont un impact direct sur vos vies. Le terme aménagement du territoire est peut-être un petit peu technique, mais la protection des milieux naturels, la crise du logement, la mise en valeur du patrimoine, ça prend les gens aux tripes. C'est des dossiers qui passionnent dans l'espace public et qui sont complètement déterminés par les décisions que l'on prend en aménagement du territoire. Donc, ce qu'on leur a dit avec Parlons territoire, c'est, vous voyez, il y a ces enjeux-là qui vous intéressent. Il y a une démarche qui est cruciale, la démarche d'élaboration de la stratégie nationale, et on vous invite à y participer. Et franchement, en temps de pandémie, je crois qu'on peut dire qu'à certains égards, là, c'est mission accomplie. Il y a eu une bonne participation, là, plus de 4000 réponses au formulaire en ligne qui étaient mises à la disposition des citoyens lors des consultations publiques. Il y a eu près de 300 réponses aussi au formulaire long qui était disponible sur le site du ministère des Affaires municipales et beaucoup de mémoires aussi qui ont été envoyées, là, qui ne sont pas encore diffusées, mais beaucoup de mémoires. Donc, il y a des gens partout au Québec qui se sont creusés la tête au cours de la dernière année pour trouver des solutions parce qu'on le sait, en matière d'aménagement du territoire, il faut faire mieux au Québec. Est-ce que je comprends aussi que ça a créé tellement d'engouement qu'on a dû prolonger la séance de consultation parce qu'il y a eu un intérêt qui n'était pas prévu à ce point-là sur ce dossier-là? Bien, effectivement, le gouvernement du Québec a prolongé la séance de consultation. Ils ont ajouté une semaine et je comprends qu'il y avait beaucoup de pression à cet égard-là parce qu'il y a des gens d'un peu partout et de différents milieux souhaitaient pouvoir s'exprimer et moi, à mon avis, peuvent continuer à le faire par ailleurs, là. Pas parce que la consultation officielle, gouvernementale est terminée qu'il est trop tard pour parler du territoire, pour parler d'aménagement. Et à cet égard-là, bien, vous le verrez, vous le constaterez encore cette semaine, Jérôme Duprat, qui est un scientifique à l'Université du Québec en Outaouais, publiait dans l'actualité un texte pour encore une fois, élever la barre en matière là, plus spécifiquement de protection des milieux naturels à l'égard là, de la stratégie nationale qui sera adoptée. Donc, on a des attentes qui se trouvent dans la stratégie, notamment des cibles pour la protection des milieux naturels. Parfait, merci beaucoup. Puis je comprends que c'est en parlant des choses qui concernent les gens directement, en leur faisant réaliser à quel point ça influence, ça impacte leur quotidien, que vous avez réussi à susciter l'engagement, autant de participation. C'est un des arguments, une des façons que vous avez trouvé de… Oui, c'est exact, Leïla. Effectivement, je le dis souvent, l'aménagement du territoire, c'est un terme qui est un peu, je disais tout à l'heure, technique, mais les enjeux passionnent la population. Effectivement, on a eu des rencontres là, thématiques. Il y en a quelques-unes où on voyait que l'intérêt était particulièrement fort.
Et les rencontres régionales aussi parler aux gens de comment ça s'articule dans leur propre région. Ce que l'on a fait, c'est que souvent, on avait des intervenants, notamment là, des membres de l'Alliance Ariane, mais pas seulement, des intervenants qui sont sur le terrain dans la région. Là, je pense, par exemple, dans l'Anaudière, on avait un aménagiste de la MRC qui présentait quels sont les plans de la MRC en matière justement d'aménagement, d'urbanisme durable. On voyait que ça permettait certainement une meilleure compréhension. Et moi, une conclusion que je tire de toutes ces rencontres-là qu'on a faites, on parle souvent des réalités régionales, des particularités territoriales. C'est vrai qu'elles existent, mais pour en avoir fait plusieurs, je crois qu'il y a beaucoup plus d'éléments de convergence que d'éléments de divergence. Hein. On en parlera certainement. La question de l'étalement urbain, des fois, on la nomme, on parle plutôt d'éparpillement territorial quand on est en milieu plus rural, mais c'est les mêmes questions. Et donc, à bien des égards, les principes qui devront guider la stratégie nationale d'aménagement devront être cohérents partout sur le territoire. Merci, merci beaucoup. Madame Sarah, vous êtes directrice de Trajectoire Québec, une organisation qui défend les intérêts des usagers, des usagères du transport collectif. Et vous aussi, vous avez organisé des activités de mobilisation, de sensibilisation dans le cadre de la consultation du gouvernement du Québec. Pourquoi c'est important pour les usagers, les usagères, vos membres de transport collectif de s'intéresser, de s'impliquer dans les dossiers d'aménagement? Bien, merci beaucoup d'abord à la CMM et merci Leila pour la question. Il y a plusieurs raisons pourquoi les usagers, on s'intéresse à l'aménagement du territoire, puis pourquoi Trajectoire, on a choisi de s'impliquer en fait dans Parlons Territoire. On a organisé d'ailleurs une conférence qui s'appelait Mobilité, équité et accessibilité des milieux de vie. Donc évidemment, la mobilité, c'est au cœur du quotidien de monsieur, madame, tout le monde. On doit tous se déplacer, peu importe les raisons, puis c'est quand on se rend compte qu'il y a des freins à notre mobilité qu'on se rend compte de l'importance que ça prend dans nos vies. S'il n'y a pas de frein à la mobilité, c'est merveilleux, on ne s'en rend pas trop compte, mais quand il y a des freins, on constate l'importance. Puis l'aménagement du territoire peut constituer effectivement un frein à la mobilité de plusieurs personnes, particulièrement, la première des raisons, je dirais, de l'équité. On en a parlé beaucoup dans cette conférence-là et elles sont disponibles en ligne. J'invite les gens à aller les écouter. Ça peut être très intéressant, mais on se rend compte que quand on n'aménage pas le territoire adéquatement et arrimé avec la planification du transport collectif, bien, c'est super, on a des nouveaux projets de transport collectif structurants, mais il n'y aura pas de logement abordable, de logement social, de logement accessible à proximité du transport collectif structurant. Puis on le voit actuellement dans la crise du logement, les logements bien desservis par le transport collectif sont extrêmement chers. Donc, les gens qui sont à plus faible revenu vont se retrouver à devoir s'éloigner, payer des loyers qui sont capables de se payer, mais finalement qui ne sont pas bien desservis par le transport collectif. Mais les gens à plus faible revenu sont aussi les gens qui ne sont pas capables de se payer une voiture. Fait que s'il n'y a pas de service de transport collectif puis il n'y a pas de logement abordable à proximité, bien, finalement, on se retrouve avec des gens qui ne sont pas capables de se déplacer. Il y a la notion d'équité qui est importante. Il y a évidemment le fait que si on aménage un territoire en fonction de l'automobile puis qu'on fait du tout à l'auto, bien, nécessairement, ça fait des milieux qui sont moins denses, qui sont donc difficiles à desservir en transport collectif. Fait que même pour ceux qui ont les moyens de se payer une voiture, mais qui voudraient faire le choix du transport collectif, ça va être difficile de le mettre en place. Donc, si on s'intéresse à l'aménagement du territoire puis qu'on demande des territoires aménagés de façon plus dense, puis aménagés en fonction de l'ensemble des modes, donc pas juste la voiture, mais aussi avoir des infrastructures pour le transport actif et le transport collectif, mais là, nécessairement, la desserte de transport collectif va être améliorée, puis nous, les usagers, mais c'est ça qu'on veut. Puis l'autre aspect, bien, il y aurait certainement la sécurité. Les milieux qui sont aménagés pour le tout à l'auto, bien, justement, la sécurité des usagers, ça devient un enjeu. Personne n'a le goût de se promener sur le bord d'une route où les voitures circulent à 100, 110, 120 km, pas plus qu'on a le goût de se promener sur le bord des autoroutes. On aime ça quand il y a des trottoirs, quand ils sont larges, quand il y a des pistes cyclables, quand les infrastructures de transport collectif, c'est facile de s'y rendre. Et les usagers du transport collectif, on est tous piétons sur une partie de notre trajet. On n'a pas le choix. L'autobus, c'est même ça marche, ça ne vient pas nous chercher à la porte. Donc, il faut absolument réfléchir dans l'aménagement du territoire à avoir des parcours piétons qui vous amènent facilement au transport collectif de façon sécuritaire, que ce soit agréable, puis nécessairement, ça va aider à l'attractivité du transport collectif.
Merci, c'est bien complet. Donc, je comprends que pour des raisons d'équité, d'accessibilité et de sécurité, entre autres, c'est essentiel de s'intéresser à l'aménagement du territoire si on veut améliorer la qualité de nos transports. Et ça concerne tous les individus. Euh, tout le monde. Tout à fait. Même OK. ceux qui embarqueront pas dans le transport collectif, d'ailleurs. Hein. Puis plus on est nombreux dans les autobus, plus il y a de place pour les automobilistes qui sont déterminés à garder leur voiture. Ou des fois qui n'ont pas le choix. Merci, merci beaucoup. On a reçu les réponses à la première question. Samuel, vous serez content d'apprendre qu'avant aujourd'hui, on a demandé aux gens, aviez-vous entendu parler de l'initiative Parlons Territoire? Et on a près de 60% des auditeurs qui ont justement entendu parler de l'initiative. Donc, ça a fait mouche comme campagne. Donc, on va aller maintenant du côté de Pascal. Pascal, vous êtes directeur général de Nature Action Québec, une organisation née d'un mouvement citoyen qui accompagne les gouvernements, dont les municipalités, dans la protection et l'acquisition des milieux naturels, entre autres. Évidemment, les défis de protection sont énormes à l'échelle métropolitaine. On s'est donné comme objectif d'atteindre 17% d'aires protégées d'ici 2030. On comprend avec l'étude de Jérôme Duprat que Samuel a nommé tout à l'heure qu'on stagne, puis ça, la CMM en avait fait le constat aussi dans son bilan, qu'on stagne à 10% depuis plusieurs années, mais aussi que non seulement on stagne, mais les milieux naturels qui ne sont pas protégés disparaissent rapidement. Mais en plus, on comprend qu'on devrait rehausser l'objectif de protection compte tenu de l'urgence climatique. Le territoire de la CMM, c'est grand, c'est pas une mince affaire et ça coûte très cher. C'est quoi les leviers qu'on peut mettre en place rapidement pour stopper la perte des milieux naturels et assurer la protection? Il y en a de très nombreux. Puis je vous dirais que, d'ailleurs, d'abord, merci Léla puis à la CMM de l'invitation. Mais je vous dirais que les attentes sont élevées. Hein. Les attentes sont élevées envers le gouvernement du Québec dans le cadre de cette consultation. Il y a eu beaucoup de gens qui sont prononcés pour la protection des milieux naturels. On l'a vu aussi, nous, Nature Action, on travaille en bon an, mal an avec une centaine de municipalités dans la grande région de Montréal, pas seulement sur le territoire de la CMM. Et on aménage des milieux naturels, on protège, on restaure et on fait, au fond, les aménagements requis pour que les gens puissent accéder aux milieux naturels. Puis on a vu un engouement incroyable pendant la pandémie pour accéder aux milieux naturels. Pour nous, un milieu naturel, c'est un hôpital. En fait, on prévient la construction d'un hôpital quand on protège un milieu naturel parce que c'est un endroit où on s'apaise, on se met en forme, on marche, on se recentre sur nous-mêmes et sur la nature. Et tout ça a été démontré scientifiquement. C'est pas moi qui annonce ça après-midi, ce matin, en fait. Et les leviers, donc, pour répondre à ce besoin-là, qui était là avant la pandémie. Hein. C'est une tendance lourde. Nous, Nature Action, des années 90, on a géré les activités commerciales et récréatives du parc de conservation du Mont-Saint-Bruno. Puis en 2000, c'est la CEPAC qui a repris la gestion. Ils font très bien ça d'ailleurs. Et il y avait 360 000 visiteurs à l'époque. 20 ans plus tard, avant la pandémie, on était à 1 million de visiteurs par année au parc de conservation du Mont-Saint-Bruno. Wow. Parler à mes amis des Montérégiennes, CIM du Mont-Saint-Grégoire, Centre de la nature du Mont-Saint-Hilaire, les gens du Mont-Rougemont. Il y a un engouement, on assaille en fait les montagnes parce qu'on a besoin de nature. Et ce qu'il faut donc, la population le demande, c'est protéger nos milieux naturels. Puis nous, on voit, puis le premier levier, c'est ça. C'est de connaître, aimer, apprécier et vouloir protéger. Et ça, c'est acquis dans la population. On le voit, là, Samuel parlait de participation de la population aux consultations. La population participe beaucoup au niveau municipal à tenter de protéger les milieux naturels et ils sont freinés par plein d'éléments que je vais finir par mentionner qui sont structurels et qui empêchent de protéger les milieux naturels. Donc, pour y arriver, je vais vous mentionner quelques éléments. D'abord, il faut continuer à stopper l'étalement urbain, définitivement. On attend ça du gouvernement du Québec dans sa politique. La CMM, déjà dans son PMAD, a certains outils. On pense qu'il faut étendre ces outils-là de densification à l'extérieur du territoire de la CMM parce qu'évidemment, il
fait l'effet de bang, là. On continue l'étalement hors CMM, alors qu'il y a de la densification qui se fait dans le territoire de la CMM. Quand vous On parlez pense d'outils, aussi, excusez-moi Pascal, quand vous parlez oui, d'outils, à quels outils vous faites référence ben, il y en exactement? a plusieurs. Par exemple, au niveau de la juste valeur marchande des propriétés, nous, on veut acquérir des propriétés. C'est toujours un miracle à chaque fois qu'on réussit une acquisition. C'est très complexe. On a fait 150 dans les 12 dernières années. On a protégé 1200 hectares avec nos partenaires municipaux notamment. À chaque fois, c'est très, très complexe. Et notamment quand on est en zone blanche, la juste valeur marchande n'est pas respectée, en fait, parce qu'il y a toujours la question de l'expropriation déguisée qui revient à la surface et les promoteurs arguent qu'ils ont une perte de profit. Donc, nous, ce qu'on demanderait, c'est qu'il y ait une modification de la loi sur l'expropriation pour s'assurer qu'on paye seulement la juste valeur marchande. C'est Une déjà bien. demande qui fait écho à ce que les élus demandent à ce que les élus plus. demandent, l'UMQ, etc. Puis tout à l'heure, je parlais de freiner l'étalement urbain. Bien, c'est effectivement les élus aussi qui le demandent. Je parlais d'appétit de la population, mais il y a un appétit parmi les élus. Moi, ça fait 35 ans, je travaille dans le monde municipal à les accompagner en environnement, puis on voit à chaque élection que ça verdit de plus en plus vert. Les conseils sont là. Actuellement, ils demandent des moyens, des outils, des façons pour avancer. Un autre moyen qui serait intéressant, c'est d'envisager, puis ça, c'est peut-être à plus moyen terme, mais je pense qu'on a un gouvernement capable de relever des défis comme celui-là, de créer une commission pour la protection du territoire naturel du Québec. Comme on a la CPTAQ, la Commission pour la protection du territoire agricole, le territoire naturel, on est rendu là. Jean Garon a fait ça dans les années fin 70, début 80, il a fait toute une job. Moi, je pense que le gouvernement pourrait envisager de faire un travail de ce type en permettant aux propriétaires de demeurer propriétaires, d'avoir quand même des usages des milieux naturels. Il y a certains usages qui ne sont pas incompatibles avec la conservation, qui ne sont pas incompatibles avec l'accès même de certains milieux naturels, qui pourraient être conciliés et ça coûterait vraiment moins cher que de tout acheter, parce que nous, on veut bien acheter les milieux naturels en collaboration avec les municipalités, puis on a des très beaux partenariats à cet effet avec le gouvernement du Québec dans le cadre d'un programme que je pourrais vous présenter, un programme partenaire pour les milieux naturels, avec la CMM dans le cadre du programme de la trame verte et bleue. Les gens cheminent très bien, mais si on veut passer du 10 qu'on a sur le territoire de la CMM à 17 et idéalement à 25, et peut-être à 30, bien, c'est certain qu'on ne va pas tout acheter. Un calcul rapide, là, très, 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 très conservateur, nous parle autour de 10 milliards de dollars pour se rendre autour de 25. C'est très, très, très conservateur. Puis ça, c'est s'il y a une modification de la loi sur l'expropriation. En plus, on paye juste la juste valeur marchande. Donc, est-ce qu'on peut se payer ça? Peut-être. On l'a vu dans la pandémie, on peut se payer beaucoup de choses quand on décide que le problème est réel. Mais si on souhaite comme avec la protection du territoire agricole, ce soit les propriétaires qui entretiennent et que ce soit les intendants des milieux naturels, bien, on pourrait aborder l'approche protection un peu comme la CPTAQ. Bien, j'aime ça. Je pense que cette proposition n'a pas été évoquée jusqu'ici. Ça s'ajoute à tout l'arsenal d'outils qui existe et on a appris en plus avec un jugement dernièrement que les municipalités sont tout à fait aptes aussi à réglementer, mais que ce n'est pas toujours... Oui, Pascal? En fait, ça a été évoqué par le mémoire du RMN, qui est le regroupement des milieux naturels et Nature Québec, qui est une des recommandations. Puis c'est réfléchi et discuté par les organismes de conservation qui travaillent depuis 5 décennies sur le territoire à protéger les milieux naturels, les montérégiennes, etc. Donc, c'est pas une nouveauté. C'est pas nouveau. Donc, je ne l'ai pas entendu de la part des élus, par exemple. Donc, c'est un méchant défi. Oui, exactement, je comprends. C'est peut-être moins facile à mettre en place. Mais merci beaucoup, Pascal. Guy, de votre côté, vous êtes porte-parole de SOS Forêt Fernand-Séguin, un regroupement de citoyens et de citoyennes qui a pour mission de veiller à la protection intégrale et la mise en valeur du corridor vert Châteauguay-Léry, situé dans la MRC de Roussillon. Un projet dont on entend abondamment discuter dans les webinaires avec les élus, justement, et on comprend que les élus veulent la même chose que vous. Il y a un consensus métropolitain sur cette mise en valeur, cette protection intégrale du corridor vert. C'est quoi le rôle de votre organisation citoyenne pour venir prêter main forte aux élus et justement faire un peu le poids face aux propriétaires, aux promoteurs?
Comment ça se concrétise? En fait, pour nous, on a commencé déjà en 2008. Là. On découvre par des rumeurs qu'il y a des projets de développement. Fait que là, déjà, on commence à se demander comment on fait pour protéger ça. Il y a des gens comme Pascal Bigra et sa gang, puis d'autres personnes comme les Guy, en tout cas, tout le monde qui sont dans le milieu, dans la protection du milieu naturel, ils nous donnent quelques trucs. Puis finalement, on arrive à sensibiliser les gens, à faire de la mobilisation. Puis on a ramassé une pétition de 12 000 noms. Dans le temps, c'était plus des pétitions écrites. Là. 12 000 noms, ça fait beaucoup de papier. Puis en même temps aussi, on acquiert des connaissances. Là, comment ça marche, c'est quoi les lois, c'est quoi la valeur, la richesse écologique de notre milieu qu'on essaie de protéger. Puis en même temps aussi, c'est quoi l'aménagement du territoire, puis les lois, puis comment ça fonctionne l'urbanisme, c'est quoi les enjeux qui sont là-dedans. Fait qu'on a réussi ça en 2008, 2009, 2010. Arrive le plan métropolitain d'aménagement. Ben, pour nous, là, c'était comme du bonbon, la musique, là, c'était vraiment du gâteau. Là. Pour une fois, il y avait un plan qui disait, bon, ben, il y a 330 000 unités de logement à construire, on va les mettre là, là, puis là. On va protéger les terres agricoles, les milieux humides, on va protéger les milieux naturels, on a une cible, puis en plus, on a des bois métropolitains et on était dans des bois métropolitains. Yes, sir. Donc là, ça nous a donné, premièrement, un discours, ça nous a donné une légitimité, puis en plus, là, on avait un appui, on avait quelqu'un de solide, on avait une base, on avait la CMM. Là, il fallait travailler au niveau de nos municipalités puis de la MRC. C'est ce qu'on a fait pendant tout ce temps-là, mais c'est une guerre de tranchées continuelle, là. Les enjeux sont immenses, là. Il faut se rappeler aussi des enjeux économiques qui sont derrière ça. Là. Pour bien du monde, là, le territoire, c'est du pied carré. En milieu agricole, ce qui détermine le pied carré, la valeur du pied carré, c'est ce que tu vas être capable de faire dessus. Là. Si tu as une terre de roche, tu vas élever du mouton. Puis si tu as une terre noire, tu vas faire de l'agriculture maraîchère. Plus payant de l'agriculture maraîchère, ta terre vaut plus cher. En milieu urbain, c'est autre chose. C'est sûr, il y a le jeu de l'offre, la demande est là. L'offre, c'est beaucoup, il y a de la proximité des autoroutes, des voies d'accès, du transport, puis tout ça. Puis plus tu es dans la première courante, plus tu es proche de Montréal, plus ça vaut cher. Mais il y a aussi que les municipalités sont responsables de déterminer la valeur. Ils sont c'est eux qui détiennent les leviers pour déterminer beaucoup la valeur du pied carré, justement, à partir du moment où c'est eux qui vont décider par voie réglementaire de la densité sur un territoire. Bien, je prends juste un terrain là, mettons qu'il est 50 hectares, 5 millions de pieds carrés, vite de même. Là. On peut le faire à 35 unités de logement à l'hectare. C'est une densité tout à fait moyenne. C'est 1750 unités de logement. On y va cheap un peu, 350 000 $ par unité de logement, mais on parle de 612 millions. L'enjeu ici, c'est de 612 millions. On travaille un peu sur la densité, on va doubler la densité, on est à 1 milliard 200 millions. C'est gros. L'autre jeu qu'il y a dans les municipalités aussi, c'est c'est quoi les coûts de construction, d'aménagement de ce territoire-là. C'est la municipalité qui va dire qu'on va prendre en charge, nous, les branchements, si on met 2000 unités de logement, il faut-tu grossir, surdimensionner tous les tuyaux, surdimensionner les capacités de traitement des eaux usées, ou bien on va facturer ça aux gars. C'est la municipalité aussi qui va déterminer aussi toute la qualité architecturale. On met-tu de la brique tout le tour de la maison? Ben non, on endure du vinyle puis de la simili-brique. En tout cas, il y a plein de leviers comme ça qui sont dans les mains des municipalités. Puis ça, c'est là-dessus c'est important, cette game-là, puis il faut en tenir compte dans le pouvoir qu'on laisse aux municipalités, puis dans les mécanismes aussi de contrôle du gouvernement, puis les mécanismes aussi de vigilance des citoyens, puis de participation citoyenne. Ça j'aimerais ça en parler. Et donc, c'est là que vous entrez en jeu. Parfait. Oh oui, c'est là notre job. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on voit qu'il y a une évolution dans la mentalité des élus, mais ça prend quand même une pression par en arrière pour garder ce courage qui n'est pas évident à maintenir, surtout quand on est en difficulté financière, par exemple. Donc, la pression de la fiscalité municipale est au cœur de ce problème-là. Merci Guy. Samuel, une des préoccupations des élus de la CMM, c'est vraiment que les efforts consentis dans la mise en œuvre du PEMAD sont actuellement menacés par l'étalement urbain observé tout au pourtour de la CMM. Le dossier Montcalm
en est un exemple. On en a abondamment parlé en début d'année. C'est probablement, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est probablement le dossier qui a déclenché le processus de consultation menant à une stratégie nationale d'aménagement des territoires. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette dualité entre le pourtour et les règles communes à la CMM pour réduire l'étalement urbain? Déjà, je commencerai en citant la mémoire que Vivre en Ville a déposée la semaine dernière, rendu public. Là. Et là, je spécifie, je parle avec mon chapeau de Vivre en Ville et non celui de l'Alliance Ariane. Là. Et à cet égard-là, la priorité absolue, là, on le dit comme ça, la priorité absolue de la stratégie d'aménagement du territoire doit être de sortir de l'ère de l'étalement urbain et entrer dans l'ère de la consolidation urbaine. Donc, l'inquiétude qui est la préoccupation qui est celle des élus de la CMM, je crois qu'elle est tout à fait légitime. Je crois que c'est en fait une question de cohérence territoriale. On l'a vu encore dans un article cette semaine dans la presse. On voit deux types de développement parfois qui se côtoient d'un côté et de l'autre de la limite de la communauté métropolitaine de Montréal. C'est un problème. Et franchement, dans les rencontres qu'on a fait cet été, les citoyens voient bien, la compréhension, elle est déjà là, hein, que la guerre de clocher pour attirer du développement, c'est jamais bon. Il faut une meilleure concertation. Il faut réussir à travailler ensemble pour une plus grande cohérence territoriale et je dirais aussi pour une plus grande qualité dans l'aménagement de nos milieux de vie. Et donc, à cet égard-là, ce que je dirais, c'est que oui, quand on parle du besoin de règles communes, hein, ça c'est un terme qu'on utilise souvent en aménagement, eh bien, ça veut dire notamment le respect de l'orientation 10 là, qui prévoit un développement qui n'est pas nécessairement identique entre la CMM et le pourtour, mais quelque chose qui est complémentaire. Donc, oui, ça, c'est comme une évidence pour moi. Ça devra être un des résultats de la stratégie nationale d'aménagement du territoire. Après, il faut rehausser la barre partout, hein. Nous, à Vivre en Ville, une de nos premières recommandations que l'on a fait dans notre mémoire, c'est fixer une cible de 90 % de la croissance démographique sous forme de consolidation. Et ça, pas uniquement dans la CMM, pas juste dans le PMAD, mais aussi dans les schémas d'aménagement des MRC. Et une première étape pour réussir, pour atteindre ce genre de cible-là, c'est certainement d'identifier partout au Québec là où il y a du potentiel pour y arriver. Et notamment dans les pourtours de la CMM, les outils que l'on a présentement, la connaissance que l'on a du territoire n'est probablement pas suffisante à l'heure actuelle. Il faut faire cette étape-là. Et je le dis parce que même il arrive relativement fréquemment que Vivre en Ville, on se fait solliciter par des municipalités qui nous demandent ça. Aidez-nous à identifier sur notre territoire là où on pourrait consolider au lieu de s'étaler. Donc, ce n'est pas d'entrer non plus en conflit. Hein? Je le disais, là, on veut pas être dans la guerre de clocher. Ce n'est pas productif, ça. Et pour ça, il faut donc miser sur la qualité des milieux de vie, sur la proximité. On va dire, on va avoir un développement qui est ancré dans la proximité des services. Bien sûr que ça demande certains sacrifices. Mais d'un autre côté, quand on rappelle aux gens que dans les années 70, une vaste majorité des enfants se rendaient à pied à l'école et que maintenant, ils sont moins de 30 % à le faire, on comprend qu'on peut faire mieux, on comprend que la proximité est gage de qualité des milieux de vie, de qualité de vie tout court. Donc, je le répète, c'est pas pour entrer en conflit, mais c'est pour ça, en fait, qu'on a demandé une stratégie d'aménagement du territoire. C'est pour une plus grande cohérence territoriale. Merci, Samuel. Je note donc l'application de l'orientation 10 dans la LAU.
Puis, si tu permets, Leïla, moi, Oui. j'entendais tout à l'heure, notamment Pascal, moi, des fois, je le formule comme ça, je dis, bon, l'étalement, en fait, pour moi, c'est la principale source de problèmes environnementaux au Québec. Je vais jusque-là. Bien sûr, je suis biaisé, mais je le formule comme ça. Et même dans notre mémoire, on reprend des idées que Pascal évoquait, l'idée d'identifier une zone naturelle permanente, un peu comme ils ont en Ontario. On a aussi fait des propositions sur le rôle que la CPTAQ pourrait jouer dans ce sens-là. Donc, je pense qu'on est pas mal complémentaires, tout le monde. Absolument. Et donc, on parle quand même de cohérence, de qualité de milieu de vie, de rehausser la barre, de miser sur la consolidation. Et puis là, on comprend aussi que l'étalement avec l'environnement, c'est zéro compatible si on veut assurer d'un point de vue environnemental et climatique. Et ça rejoint aussi les propos que Sarah avait fait tout à l'heure sur la qualité de vie, la proximité. Justement, Sarah, les enjeux de transport collectif sont criants. La pandémie a empiré la situation. À l'échelle métropolitaine, il y a la RTM qui assure la planification des transports pour toute la région et puis aussi qui réfléchit à toutes les structures de financement à mettre en place. Les élus de la région, la communauté des affaires, des organisations de la société civile s'entendent toutes et toutes sur la nécessité de développer de nouvelles sources de financement, notamment avec l'éco-fiscalité. La taxe kilométrique est sur la table dans les discussions. Les sociétés de transport, on le lisait encore aujourd'hui et toute la semaine pour la STM, donc de leur côté tirent la sonnette d'alarme avec la crainte de devoir réduire les services. Il manque un gros joueur autour de la table et c'est le gouvernement du Québec. Qui ne semble pas du tout réceptif à la fois sur la planification des transports à l'échelle métropolitaine, mais aussi sur l'ajout de nouvelles sources de financement et même sur une augmentation de sa propre contribution dans les services actuels. Qu'est-ce que ça prend, selon vous, pour convaincre le gouvernement de se rallier au consensus de la région et puis de venir prêter main forte aux efforts qui sont consentis déjà sur le terrain? Si on savait ce que ça prenait pour les convaincre, on leur aurait déjà dit et tout serait réglé, ce serait si beau. Non, effectivement, je pense que notre travail doit se poursuivre pour mettre de la pression. On l'a vu dans les médias cette semaine, mais ça fait longtemps quand même qu'on mentionne le manque de ressources financières pour subvenir aux besoins grandissants pour les services de transport collectif. C'est vrai que la pandémie a vraiment chamboulé les enjeux. Avant mars 2020, on se demandait comment on fait pour désengorger le métro. On avait plein de projets d'expansion du transport collectif, autant dans la région métropolitaine qu'ailleurs au Québec. Le transport collectif avait le vent dans les voiles. Le pouf, du jour au lendemain, on ne se demande plus comment on fait pour désengorger le transport collectif. On se demande comment faire pour ramener les usagers dedans. Mais dans les deux cas, ce que ça nous prend, c'est des moyens financiers pour payer ces services-là. On ne veut absolument pas commencer un cycle de décroissance du transport collectif, donc des coupures de services qui va faire qu'il va y avoir moins d'usagers qui vont le prendre, qui va finalement amener d'autres coupures de services et ainsi va la vie, plus rien d'adéquat pour répondre aux besoins de mobilité des personnes. Dans la région métropolitaine, on a effectivement la RTM qui a en principe le mandat exclusif de la planification des services de transport collectif sur le territoire et c'est à notre avis, chez Trajectoire, la bonne chose à faire. Il faut une instance qui soit supralocale, qui soit métropolitaine, régionale, pour planifier les transports collectifs. Malheureusement, on le voit avec les projets de REM notamment, que le gouvernement passe un petit peu par-dessus l'autorité régionale de transport métropolitain, finalement, fait fi de cette autorité et décide de la planification des transports. Puis on voit les problèmes que ça amène au niveau notamment de l'acceptabilité sociale, ce qui ne veut pas dire que le REM de l'Est est à mettre au vidange, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais il y a eu certainement une problématique au niveau de la planification de ce projet-là. Mais en bout de ligne, quels que soient les projets qu'on met sur la table pour favoriser la mobilité durable, parce qu'on se souvient qu'on a aussi une politique de mobilité durable qui a des objectifs qui sont ambitieux à l'horizon 2030. Pandémie ou non, on veut quand même faire le virage vers la mobilité durable. Le Québec a pris cet engagement-là. Donc, il va falloir trouver effectivement de nouvelles sources de financement. Il y a un consensus dans la région métropolitaine, notamment au niveau de l'éco-fiscalité. On a parlé souvent de taxes kilométriques. Il y a l'Alliance Transit qui a fait différentes études à ce sujet-là. Il y a eu aussi le rehaussement de la taxe sur l'immatriculation
d'immatriculation qui est proposé, qu'on attend. Ça avait passé au niveau de la CMM. Donc, il y a des mesures qui pourraient être mises en place rapidement pour finalement venir financer les besoins qui sont criants effectivement en transport collectif. Puis le gouvernement est peu réceptif à des nouvelles sources de financement, mais en même temps, il reconnaît le problème. Et on l'a vu quand ils ont lancé la consultation sur le chantier sur le financement de la mobilité. Ils avaient un gros document d'une 50aine de pages, si ma mémoire est bonne, dans lequel on expliquait bien la problématique du manque de ressources financières pour financer l'ensemble de la mobilité, pas juste les transports collectifs, mais l'ensemble des services de mobilité. Ils sont conscients du problème, on attend juste qu'ils soient prêts à mettre en œuvre des solutions. La balle est dans leur camp. Et puis ça, j'imagine, ça fait partie du mandat que vous donnez comme organisation. Définitivement. À chaque fois que j'ai l'occasion de parler avec différents membres du gouvernement, cette question-là revient sur la table. Les usagers, on va continuer de mettre de la pression, parce qu'en bout de ligne, si on ne trouve pas de nouvelles sources de financement, c'est nos services qui sont coupés, puis ça ne passera pas chez nous. Merci, merci beaucoup, Sarah. On a eu, je pense, les résultats pour la deuxième question qu'on a posée en ligne. Je ne sais pas si on peut les afficher à l'écran. Alors, on avait demandé, êtes-vous en accord ou en désaccord avec l'affirmation suivante, à savoir que la future stratégie nationale doit fixer l'objectif de l'étalement zéro et permettre au Québec d'entrer résolument dans l'ère de la consolidation? Samuel, on dirait que vraiment, ça a été soufflé par vous, cette réponse-là. Et très en accord, à 57 %, en accord à 29 %, assez en désaccord. Ah, ça bouge, hein? Les gens votent en ce moment-là. Il y a beaucoup d'activités. Mais donc, il y a quand même une tendance vers cette volonté-là qui s'affiche. Je ne sais pas si ça vous fait réagir, mais donc, il y a quand même un fil conducteur ici là, qu'on remarque avec les propos qu'on vient de dire. Content de l'apprendre. Oui, c'est ça, ça rassure un peu. Guy, d'un point de vue citoyen, de ceux que vous représentez, vous êtes le porte-parole, c'est quoi les attentes des citoyens et des citoyennes vraiment à l'égard de la future stratégie nationale sur l'urbanisme et l'aménagement des territoires pour permettre à la région métropolitaine de protéger et mettre en valeur les milieux naturels? Je sais qu'on a évoqué beaucoup d'outils et tout ça tout à l'heure, mais à travers la stratégie nationale, à quoi on devrait s'attendre? Ben, c'est ça, ce que Samuel a raconté tantôt, ce qui était dans le mémoire de vivre en ville, c'est vraiment génial, c'est ça, c'est vraiment ça. Puis quand on parle de test territoire, c'est vraiment l'épreuve ultime. C'est que le gouvernement, avant de déposer un projet, coudonc, es-tu capable, as-tu les égouts pour faire ça? Si tu n'as pas les égouts, vas-tu facturer ton promoteur ou bien non, c'est l'ensemble de tes citoyens qui va ramasser toute la facture. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, il faut vraiment serrer tous les mécanismes de participation citoyenne, que ce soit le processus d'approbation référendaire, la façon de dérouler, la façon d'adopter, tout le processus d'adoption des changements de zonage. C'est vraiment là, c'est incroyable. Nous autres, c'est une guerre de tranchées, c'est à l'année, puis on est là-dessus tout le temps, puis c'est pas évident. Là. Au cours des 4 dernières années, là, pendant que tout le monde dit qu'ils veulent protéger, là, ben, il y a eu 4 attaques, là, 3 attaques sérieuses. Ces attaques qui ont toujours lieu l'été, en plus. Premièrement, tout ce qu'on a comme information, c'est ce qui est dans l'ordre du jour de la séance du Conseil. Bien, premièrement, P2Z 3001-46-18 modifiant le règlement du zonage Z 3001 visant l'agrandissement de la zone H+31 à même la zone P840. C'est pas très compréhensible. Oui, voilà. Hein? Finalement, tu attends un mois que ça soit rendu public parce qu'il faut que le procès-verbal soit accepté avant que ça soit rendu public pour lire vraiment le projet de règlement. Puis là, tu découvres que la zone P840, là, c'est de la conservation, puis elle va disparaître au complet. La zone d'habitation va la bouffer complètement. On a réussi à combattre ça parce que c'est un règlement au niveau municipal, puis là, il y avait le processus d'approbation référendaire. On a passé l'été là-dessus. L'été d'après, une nouvelle attaque. Là, on est à MRC, là, par exemple. Là, ils sont plus wise, ils ont compris. À MRC, il n'y a pas de processus d'approbation référendaire qui sont là. Fait que là, ça, c'était règlement modifiant le schéma d'aménagement révisé, modifications diverses relatives aux affectations. Il y avait, entre autres, un coup qu'on a lu tout ça, un mois et demi plus tard, bien, il y avait 40 hectares du bois métropolitain qui disparaissaient. Là. Rien de moins. Donc, le diable est dans les détails, comme on dit.
On a fait un gros char, mobilisation, on a bourré la salle habituellement. Puis même si en après-midi, les séances du conseil à la MRC, habituellement, il y a 2-3 personnes. On est 2-3 à représenter les 190 000 citoyens. Là. Puis parce que ça dure en général entre 7 et 10 minutes. Ils lisent Donc, plus les textes vite. est-ce qu'à travers la stratégie, on peut intégrer des mécanismes de participation citoyenne? OK. D'accord. Ben oui, c'est ça. Okay. Puis la dernière, c'est là, ils sont plus wise encore, toujours en plein été. Mais là, en plus, c'était à huis clos, parce que c'est à cause de la pandémie. Puis ils ont ajouté à la dernière minute, autrement dit, ce n'était pas sur l'autre jour qui était annoncé, un projet de règlement encore là. Là, c'était rendu 70 % du bois métropolitain qui était pour disparaître. Là. Rien de moins. Fait que là, heureusement, on était là, on a travaillé fort, on a mis les médias nationaux là-dessus. Pourtant, eux autres, ils avaient quand même pris les gros moyens. Il y avait, pour ce coup-là, ils se pensaient sûrs de leur coup. Là. Ils avaient embauché quand même un vice-président à acceptabilité sociale d'une firme spéciale, d'une grande firme prestigieuse de communication. Là. Puis, malgré tout ça, on les a forcés à faire les choses un peu plus comme il faut, faire une vraie consultation publique. 700 citoyens ont déposé des mémoires, c'est pas rien pour une MRC. 700 citoyens ont déposé des mémoires, toujours en plein été que ça s'est passé. Puis, ils ont reculé un petit peu. Puis, la CMM, encore là, nous a sauvé la peau, puis a pris le lead là-dedans. Voilà, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment serrer finalement, juste le guide de décision qui est déjà sur le site du ministère, là, ils disent déjà quoi faire. Il y a déjà des bons exemples comme l'Office de consultation publique de Montréal. Il y a déjà les façons de faire. Bien, il faudrait prendre ça puis obliger les villes à faire de la même façon. Puis assurer aux citoyens que quand ils participent à ça, ils ont un pouvoir de modifier, un pouvoir d'influence aux décisions. Parce que là, ils ne sont même pas obligés de faire un rapport de consultation. Les consultations, les mémoires que tu déposes, les opinions que tu as émises lors des consultations publiques, bien, ils ne sont même pas obligés de les consigner en quelque part. Là. Ils sont encore moins obligés de discuter puis d'en prendre en considération. Là. La loi ne les oblige pas à ça. Mon Dieu, c'est il y a important. du gros travail à faire là-dedans, puis c'est important si on veut. C'est toute la démocratie municipale qui est importante là-dedans. C'est la raison pour laquelle je pense que depuis 10 ans, il y a eu beaucoup de développement des connaissances. On sait comment développer un territoire, on sait comment aménager une ville, on sait comment s'arranger pour que ça soit des milieux viables, des vrais milieux viables à échelle humaine. On le sait, je pense. Puis ça, c'est génial. Sauf que c'est pas ça qu'on remarque souvent dans nos municipalités. On remarque des quartiers Todd que, comme par hasard, plus que les 3/4 des immeubles qui sont là, ben, c'est des logements pour les 55 ans et plus. C'est pas eux autres qui vont prendre l'autobus pour aller travailler à Montréal. Là. Pas du tout. On voit qu'on parle de densité, mais ça vient de compacité puis mixité. Là, ils ont juste retenu densité. Ça, là, il y en a qui ont du fun avec ça, là, de la densité. Sauf qu'ils la font mur à mur. La compacité, c'est-à-dire densifier au milieu, puis garder des milieux naturels tout le tour, faire des parcs. Hey, ils ont bâti des quartiers complets, pas d'école, pas de parc. Je vais vous arrêter parce que je veux être sûr qu'on ait aussi du temps pour des questions du public. Mais si je résume ce que j'ai bien compris, il y a des mécanismes de participation citoyenne qui existent et qu'on doit insérer absolument. Puis il y a des bonnes pratiques déjà qui sont même affichées sur le site du MAMAJ qu'on peut déjà intégrer. Et merci aux organisations citoyennes de veiller au grain en attendant, parce qu'on comprend que ce n'est pas appliqué du tout partout uniformément sur le territoire. Donc voilà. Pascal? Oui, bien moi, je voulais ajouter une espèce de vision d'un autre côté. Je travaille avec le monde municipal depuis 35 ans, puis c'est du bon monde. C'est des gens qui aiment leur patelin, qui aiment leur communauté, qui veulent répondre aux attentes et aux besoins des citoyens. Puis à chaque année, ils détestent la période budgétaire où toutes les directions déposent les demandes puis ils doivent couper un 25 % puis faire des choix douloureux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent d'augmenter leur assiette fiscale. Ils essayent d'augmenter les revenus de la municipalité. Puis comme la structure de la fiscalité municipale et du financement municipal est basée sur le foncier, bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent des experts du développement. Ils sont très, 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 très bons. Sauf que, changeons la structure, ils vont devenir des experts du transport collectif, ils vont devenir des experts de la densification, ils vont devenir des experts de la protection des milieux naturels. Moi, je travaille avec des municipalités là, qui se désarment pour protéger les milieux naturels. Ce que Mme Roy a fait dans les 3 derniers mois, c'est exceptionnel à Sainte-Julie pour protéger la falaise. Elle a réglé ça en 3 mois. Alors, quand on donne les moyens
aux élus. Et là, il faudrait changer les sources de revenus, il faudrait augmenter, diversifier les sources de revenus des municipalités. Et ça changerait la dynamique complètement. Ils seraient des experts du développement durable au lieu d'être des partenaires très habiles du développement immobilier parce qu'ils veulent avoir plus de revenus pour répondre aux besoins des citoyens. C'est du monde qui veulent répondre aux besoins du monde. Ça n'empêche pas tout ce que Guy a mentionné, qu'il y a des nuances à apporter, il y a des cultures à changer, il y a de la démocratie peut-être plus à instaurer à certains niveaux. Mais je pense que changeons la fiscalité, puis on va avoir des changements exceptionnels dans la grande région de Montréal. Merci, Guy. Vraiment, juste un petit très courte ajout à la intervention. fiscalité. Il y a un truc aussi, puis c'est mentionné dans le guide de travail de la stratégie, c'est internaliser les vrais coûts du développement. S'il faut faire un étang aéré, ajouter des étangs aérés, bien, que ça soit intégré au développement et non pas à l'ensemble des citoyens. Là, ça va régler une grande partie des problèmes fiscaux des municipalités, puis ça va être beaucoup plus équitable aussi pour l'ensemble des citoyens qui ont déjà payé pour leurs infrastructures, puis on aura vraiment le vrai coût du développement. Le coût de la maison qui est là, bien, c'est ça qu'elle coûte, puis le petit village qui veut développer ou la petite ville qui veut développer dans la deuxième, troisième couronne, elle aussi, elle devra imposer ça, fait qu'elle aussi, elle devrait être compétitive, on va y penser comme 2 fois avant de développer. Merci, merci Guy sur ce complément. Sarah, les transports collectifs sont la colonne vertébrale du PEMAD. Ils sont aussi au cœur de la politique de mobilité durable et aussi ils sont indispensables dans l'atteinte des objectifs du plan pour une économie verte du gouvernement du Québec. La cohérence est donc de mise, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, en ce sens, quel message aimeriez-vous transmettre au gouvernement en vue de la future stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires? En fait, le message, on leur a déjà envoyé. On s'est inscrit dans le cadre de la consultation. Alors, évidemment, ils ont reçu notre mémoire. Puis, ceux qui s'intéressent, il est disponible sur notre site web. Vous pouvez aller le lire. Mais c'est essentiellement notre recommandation 1, c'est la cohérence politique gouvernementale, particulièrement la politique de mobilité durable du gouvernement du Québec, qui s'appuie sur l'approche réduire, transférer, améliorer, l'approche RTA qu'on appelle souvent. L'aspect réduire de la PMD, c'est essentiellement de l'aménagement du territoire. En fait, c'est exclusivement de l'aménagement du territoire. Donc, évidemment, nous, notre recommandation 1, c'est arrimez-vous avec la politique de mobilité durable qui base la stratégie nationale d'urbanisme d'aménagement des territoires sur la même approche, l'approche réduire, transférer, améliorer. Là, déjà, on va avoir un bon bout de cohérence de fait. Mais la cohérence, ça doit revenir partout. Hein. On le dit, ça doit venir dans la planification. C'est une autre de nos recommandations. C'est vrai à l'échelle du Québec. Le transport, ça doit être planifié au-delà des limites administratives. Dans la région métropolitaine, ça a été fait avec la création de la RTM, mais on pourrait refaire la même chose un peu ailleurs parce que les citoyens, ils se déplacent pour aller avoir accès aux services ou à toutes sortes de choses, peu importe les limites administratives. Si le CLSC dans la municipalité voisine, je vais me rendre quand même. Peu importe. Alors, souvent, le transport collectif n'est pas aménagé, pas planifié de cette façon-là. Puis, autre élément de cohérence, encore une fois, mais on veut l'exemplarité de l'État, on veut cohérence dans les politiques qu'ils mettent en place. Donc, ils mettent en place une politique de mobilité durable. Ils veulent faire une stratégie d'aménagement du territoire. Bien, en même temps, on sait qu'il manque d'argent pour financer les infrastructures de transport, mais là, je sors de la région métropolitaine, on annonce aussi un troisième lien qui coûte très, très cher. Donc, il faut aussi être cohérent quand on envoie les messages. Il manque d'argent pour la mobilité, mais on a l'argent pour les infrastructures. Il y a un manque de cohérence là, puis on s'attend à ce qu'on ne voit plus ce genre de choses-là avec la nouvelle stratégie. Merci, merci beaucoup. C'est très, très... c'est limpide, je dirais. Samuel, Vivre en ville a déposé donc la semaine dernière son mémoire, dont on a beaucoup parlé, avec 2 mesures phares. Vous demandez ni plus ni moins au gouvernement du Québec d'assumer un leadership de l'État en aménagement et d'imposer un test territoire aux décisions gouvernementales et municipales. Comment ça peut se traduire à l'échelle métropolitaine? Déjà, première étape, et ça, le gouvernement le reconnaît lui-même dans son document de consultation. L'exemplarité de l'État, ça passe notamment par le respect des documents de planification. Et donc,
le PMAD est un document de planification important. Il faut, quand le gouvernement intervient dans le territoire métropolitain, s'assurer de s'inscrire dans l'atteinte des cibles du PMAD, d'un aménagement plus durable du territoire. Donc, déjà ça, là, le respect des documents de planification, c'est une grosse étape. Après, si on veut faire encore mieux que les cibles des documents de planification, on va s'en réjouir. Mais c'est clairement une première étape. Et là, je viens de voir que j'ai perdu la lumière. C'est vrai que j'ai perdu la caméra, moi, tantôt. Oui, c'est franchement renversant, ce panel. En matière de localisation, par exemple, s'il y a un projet qui est proposé dans le territoire métropolitain ou ailleurs, il ne faut pas défaire d'une main ce que l'on fait de l'autre. Et donc, il faut tout mettre en place. Il faut qu'un projet, par exemple, on a nommé les écoles tout à l'heure. On a tendance, dans les dernières années au Québec, à construire des écoles de plus en plus grosses et de plus en plus loin. Parce que plus l'école est grosse, plus il faut faire un déplacement important pour s'y rendre. Et probablement qu'un agrandissement trop important d'une école, à un moment donné, ne passerait pas le test territoire. On dirait, écoutez, ça ne remplit pas les critères qui visent à favoriser une plus grande proximité des services, une mobilité plus durable, voilà. Une plus grande accessibilité aussi. Hein. C'est ce qu'on cherche, c'est de permettre à un maximum de population d'avoir accès, peu importe comment on s'y rend. Et là, je me permets de donner un exemple. Là. En Allemagne, ils ont une loi sur l'urbanisme commercial qui protège justement les services de proximité. Et s'il y a un méga centre commercial qui arrive pour s'installer à un endroit qui peut franchement nuire à l'offre commerciale de proximité, l'État fédéral intervient pour mettre son veto. Et là, ça nous fait probablement penser à un projet qui est en train d'être construit à l'intersection de la 15 et de la 40 dans le territoire métropolitain. Donc, voilà un exemple de test territoire et aussi de leadership de l'État. Et dernier point là-dessus, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et il y a un consensus qui se fait de plus en plus. Il faut aussi, comme disait Pascal, il faut aider davantage les municipalités qui sont des bons joueurs. Hein, les programmes gouvernementaux doivent récompenser les municipalités qui peuvent bien faire. Nous, on propose un fonds en aménagement urbaniste durable, là, on dit de 100 millions de dollars. On pense que ce serait tout à fait réalisable. À chaque année, on a un programme qui soutient des projets partout sur le territoire là, qui servent à consolider, qui servent à créer des milieux de vie durables. Alors, voilà une proposition positive. Mais en tout cas, des bons points dont je note, entre autres, le respect des plans locaux, là, des outils de planification locaux. Oui. Aussi, ce test territoire basé sur des critères vraiment qu'il faut respecter, et notamment le maintien des services de proximité en est un qui est assez important justement pour la vitalité des collectivités. Donc, et un leadership vraiment fort. Merci beaucoup, Samuel. Pascal, ça va être notre dernière question avant d'aller aux questions du public. C'est une question qui, je pense, qui va pouvoir interpeller aussi les autres. Comment les municipalités, les MRC, la CMM, le gouvernement du Québec pourraient vous aider à mieux faire votre travail de protection et d'acquisition des milieux naturels? Il y a plusieurs moyens. D'abord, continuer à nous interpeller. Je disais tout à l'heure qu'on travaille avec une centaine de villes. On travaille avec le gouvernement du Québec, avec Conservation de la nature du Canada. On a le gros programme partenaire pour la protection des milieux naturels. Il y a la Trame verte et bleue 2 qui fonctionne. Donc, continuer à faire fonctionner ces programmes-là, à les alimenter, à les faire évoluer aussi parce que c'est un environnement qui est quand même complexe. Acquérir des propriétés, puis on ne veut pas de contraintes, on veut des outils, des solutions faciles. Donc, évidemment, l'idée, c'est de mettre en place les moyens pour protéger. Continuer à financer l'acquisition. J'ai parlé tout à l'heure de la juste valeur marchande. J'ai parlé de la Commission de protection du territoire naturel du Québec, qui sont des moyens complémentaires qui nous permettraient à court, moyen, long terme d'arriver à protéger. Il faut aussi ne pas oublier que dans la CMM, on manque de milieux naturels pour atteindre l'objectif. Fait qu'il faut connecter et restaurer les milieux naturels. Les changements climatiques apportent déjà
qui vont continuer d'apporter une immense pression sur les milieux naturels. Il faut qu'ils soient connectés pour faire des échanges génétiques et qu'ils puissent être résilients. Donc, favoriser le financement des projets de connexion. Puis toute la question de la fiscalité municipale, c'est la base, comme j'expliquais tout à l'heure. On ne s'en sort pas si les municipalités n'ont pas de nouvelles sources de revenus et si la juste valeur marchande ne change pas, on est prisonnier du paradigme actuel. Nous, en 15 ans, puis on est parmi les meilleurs dans la grande région, sans fausse humilité, on a acquis 1200 hectares. Puis on a accompagné des municipalités qui ont acquis eux aussi peut-être 1000 hectares en 15 ans. On a 29 000 hectares à protéger pour se rendre à 17 %. C'est colossal. Fait que les chiffres parlent. Il faut d'autres moyens. Merci beaucoup. Samuel, ensuite Sarah. Oui, bien, il y a un des axes de la stratégie nationale qui s'appelle financement et fiscalité. Ça va prendre des actions concrètes, transformatrices, qui en découleront immédiatement. Pas un chantier qui nous mène à des résultats peut-être dans 3 ans plus tard, 4 ans plus tard ou au calendrier grec. Donc, c'est quand même, moi, je trouve un signal intéressant de voir que c'est un des 5 axes de la stratégie. On fonde beaucoup d'espoir là-dessus. Merci. Sarah? Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Pascal sur continuer de nous interpeller puis continuer de garder ce dialogue avec la société civile pour avoir notre input. Sauf que la question du financement, elle revient tout le temps. C'est vrai pour le financement municipal, c'est vrai pour le financement du transport, mais c'est aussi vrai pour le financement des organisations comme la nôtre. On a très peu de ressources. De continuer de nous financer comme organisation, on est 3 dans mon équipe. C'est lourd de garder ce dialogue ouvert. Dans le cadre de la stratégie nationale, là, les rencontres qu'on a dû faire, c'est très, très demandant sur une petite équipe comme la mienne. On veut continuer de le faire, mais ça vient aussi avec des besoins financiers pour nos organisations. Si vous voulez nous aider, on est toujours ouvert à plus de financement. C'est un excellent point. Ça caractérise énormément les organisations de la société civile de développer une énorme expertise avec des moyens vraiment limités. Il y a beaucoup de créativité et d'entraide, mais ça prend du support financier pour permettre à toutes ces organisations que vous représentez de pouvoir continuer. Écoutez, merci beaucoup. Sans plus tarder, on va aller aux questions du public. Alors, on va aller avec une première question de M. Gilbert Guérette. Les banlieues demeurent de plus en plus populaires au détriment des grandes villes. L'effet de désertion des grandes villes est-il irréversible? Est-ce que quelqu'un veut se lancer là-dedans? Je pourrais me lancer avec une toute petite réponse. Là, Samuel, tu auras probablement plus à dire que moi. Mais je dirais l'abordabilité est nécessairement plus attirante en banlieue. Le marché immobilier est parti en fou. Mais vivre à Montréal, vivre au centre-ville, vivre dans les quartiers centraux, ça coûte extrêmement cher. Puis si on ne règle pas la question de l'accès à la propriété en ville, on n'y arrivera pas nécessairement. Les banlieues vont continuer d'être plus intéressantes. Puis là, ça va prendre une voiture pour la plupart des déplacements à cause de l'aménagement du territoire. Vas-y, Samuel. OK. Sarah faisait un très bon point. L'abordabilité est probablement le principal obstacle à habiter dans des milieux, on pourrait les nommer là, urbains. D'un autre côté, si c'est si inabordable, c'est probablement qu'il y a une popularité aussi. Moi, on observe un peu partout à travers le monde des gouvernements, par exemple la Nouvelle-Zélande qui s'active en quelque sorte en forçant le marché à créer des logements de manière importante dans les lieux, les lieux les plus denses. Et à cet égard-là, ce sera certainement une des solutions pour éviter effectivement cet exode-là. Après ça, on parle des banlieues, mais il y a différents types de banlieues. Puis la banlieue, c'est pas mal en soi. C'est correct vivre en banlieue. Il s'agit seulement d'aménager comme il faut la banlieue et de promouvoir certaines transformations urbaines. Mais je pense qu'il y a quand même un consensus qu'il faut
transformer de manière importante la manière que l'on a développé le territoire. Et on est en train de frapper un mur, là. On peut pas continuer dans la manière qu'on le fait. Donc, c'est une évidence. Il faut changer de cap. Il faut changer de cap. Pascal? Oui, bien moi, mon espérance en réponse à la question, c'est que non, que ce n'est pas irréversible et qu'au contraire, c'est l'inverse qui va se produire. Il y a du travail exceptionnel qui se fait sur l'île de Montréal en milieu dense pour ramener des milieux naturels, pour ramener de la qualité de vie et ça porte fruit. Les gens cherchent de la quiétude, de la sécurité, du silence et de la vie culturelle, de la vie dynamique. Donc, on n'a pas tout ça en banlieue nécessairement. Donc, la vie en banlieue, à mon avis, comme disait Samuel, devra changer. On devra réduire notre empreinte carbone, notre empreinte environnementale, qui est beaucoup trop grande. Si toute la planète était comme les banlieusards, dont je suis, on n'y arriverait pas. C'est simple. On aurait besoin de quoi? 17, 8, 10 planètes. Donc, il faut absolument faire notre part en densifiant, en réduisant notre empreinte carbone, en mettant en place des mécanismes de densification, de limitation de l'étalement urbain, d'augmentation de la qualité de vie, puis changer certains patterns de vivre ensemble. Il faut réapprendre à vivre ensemble un peu plus collés les uns sur les autres en banlieue. Absolument. Donc, il y a de l'espoir, selon vous. C'est ce que je perçois, mais ça prend un changement de cap assez radical. Donc, et on n'a plus le choix et le temps file à une vitesse phénoménale. On voit beaucoup les chiffres en prévision de la COP26. On voit que le Canada n'est pas du tout dans le peloton de tête et loin de là. On est dans le peloton de tête dans les émissions de gaz à effet de serre par capita. Mais merci beaucoup là-dessus. On a une autre question. On a beaucoup parlé de l'acquisition des terrains pour permettre la conservation et la protection. Qu'en est-il de l'efficacité des réglementations municipales, régionales et supra-régionales? Donc, régional, on parle au niveau des MRC et supra-régional au niveau de la CMM. Donc, il y en a qui veulent se lancer là-dessus, Pascal? Bien, elles sont contestées. Elles sont contestées par les promoteurs. Guy en a parlé tout à l'heure au niveau de la MRC au Sillon. Ça a été toute une bataille. Il y a plusieurs batailles légales actuellement. On a toujours Jean-François Girard qui nous dit go, 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 continuons et gagnons les batailles. Et on vient d'en gagner une à Saint-Bruno actuellement, là. Comme quoi la municipalité de Saint-Bruno a le droit de protéger un milieu naturel contre le développement. Donc, je pense que les municipalités doivent continuer à se tenir debout puis à aller jusqu'au bout de ces démarches-là. Mais c'est ville par ville. Et là, on se ramasse avec des petites villes qui ont peu de moyens puis qui sont à supporter des fardeaux de poursuite de 50 millions. C'est pas soutenable. Il faut changer le paradigme en arrière. Et ça, on vient à la protection des milieux naturels par l'État. Par l'État. Donc, le leadership de l'État revient toujours, mais il y a quand même une jurisprudence qui est en train de se faire au niveau, justement, de la jurisprudence pour que les règlements sur le terrain puissent s'appliquer. Samuel? Oui, il y a effectivement là, tout le débat que Pascal évoquait sur les meilleures stratégies à recourir pour protéger des milieux naturels. Au-delà de ça, moi, je trouve vraiment intéressant de voir le consensus quand même qui s'est établi là, autour de la réforme de la loi sur l'expropriation. Consensus qui s'est établi parce que oui, ça pourra permettre l'acquisition de certains terrains milieux naturels, mais c'est aussi pour permettre le développement des projets de transport collectif, la bonne localisation d'équipements publics sur un terrain qui coûte trop cher à acquérir. Et même chose, encore une fois, on parlait d'abordabilité, même chose pour du logement abordable. Donc, ça, là, moi, je suis impressionné de voir dans l'année dernière là, à quel point il s'est créé un consensus large, groupes environnementaux, groupes sociaux, le milieu municipal, tout le monde le dit, là. Il faut réformer la loi sur l'expropriation. Je pense que c'est un des gains, là, les low-hanging fruits là, de la stratégie nationale. Il faut que ça passe. Merci, merci beaucoup, Samuel. On va prendre une dernière question. Est-ce que vous croyez que le PEMAD a eu un rôle à jouer sur la flambée du marché immobilier en créant un phénomène de rareté pour la maison unifamiliale dans le Grand Montréal et forçant les gens à aller vivre en deuxième couronne pour avoir leur maison? C'est une grande question. On n'est pas évaluateur ni économiste. Il y a plein de facteurs qui
favorise la flambée. On est quand même dans une région, si on compare aux autres grandes régions métropolitaines canadiennes, où c'est quand même encore abordable, malgré le fait que ce n'est plus assez abordable pour, par exemple, les jeunes qui veulent accéder à la propriété. C'est sûr que quand tu ajoutes des contraintes, tu génères une certaine rareté. Puis la loi du marché fait que rareté égale augmentation des prix. Mais ça, c'est mon analyse sans être économiste. Samuel? On avait la semaine dernière, à Vivre en Ville, notre événement, les rendez-vous des collectivités viables, et ça portait beaucoup sur la question, en fait, c'était traverser les crises, la crise environnementale, la crise d'abordabilité. Et on a beaucoup discuté de ces questions-là. Effectivement, comme l'a dit Pascal, théoriquement, je pense qu'on pourrait dire que des contraintes au développement peuvent augmenter les coûts, mais ce n'était pas, parmi les experts qui ont été présents, ce n'était pas la protection des milieux naturels, agricoles, qui était la grande cause des problèmes d'abordabilité, bien au contraire. Et je vous dirais que, comme je vous mentionnais tout à l'heure, il y a des exemples pas mal inspirants où, je nommais la Nouvelle-Zélande, où par le zonage, on permet en fait le développement. Hein. Quand on parle d'aménagement, il ne faut pas avoir l'air de juste vouloir mettre des règles. On veut aussi permettre des choses là, et permettre le développement de l'offre de logement, avoir un gouvernement des villes qui sont proactifs pour l'acquisition de terrain. C'est toutes des solutions qui vont contribuer à solutionner, des solutions qui vont solutionner effectivement ces problèmes-là. Donc, je ne pense pas qu'il faut mettre ça sur la faute du PMAD. Non. D'ailleurs, peut-être aussi ce qu'on a remarqué dans les 10 dernières années, c'est aussi cette appropriation du PMAD, parce qu'il y a beaucoup d'élus, même au tout début de l'adoption du PMAD, qui avaient cette lecture-là, mais quand on leur parle aujourd'hui, 10 ans plus tard, ils sont très satisfaits de toutes ces règles-là en termes de densification puis de changement de culture. À ce moment-là, il y a peut-être une sensibilisation, une éducation aussi à faire au pourtour, et justement dans ces cas-là, parce qu'on va frapper un mur, comme on dit, et puis on a une urgence. Et puis la pénurie de logements, on la voit maintenant partout à l'extérieur de Montréal, on la voit en région éloignée, tout ça. De toute façon, il y a quand même une abordabilité qui est beaucoup plus difficile qu'avant. Tu permets, Leila, oui. On parlait de traverser les crises, hein, crise de l'habitation, crise environnementale, puis les solutions qui sont proposées convergent. Il faut trouver des solutions qui contribuent aux différents objectifs en même temps. Je comprends. Bien, écoutez, je vous remercie infiniment pour la générosité de vos propos. Vraiment, la franchise qu'on a eue, c'est vraiment des beaux échanges qu'on a. Et merci pour votre mission que vous portez à tous les jours, parce qu'heureusement que les organisations de la société civile sont là, vraiment indispensables pour la qualité de vie de tous et chacun. Et merci donc de travailler au bien commun. Vraiment. Et merci au public qui nous a suivis tout au long de l'Agora métropolitaine, qui s'est vraiment étiré depuis le mois de mars-avril dernier jusqu'à aujourd'hui. Ça a été un honneur pour moi d'être votre hôtesse pour tous ces rendez-vous virtuels. Et au grand plaisir de vous retrouver tous et toutes en personne, on le souhaite, dans de prochains échanges. Alors, au nom de tout le monde, merci à la CMM et merci à l'Agora métropolitaine de permettre ces échanges transparents, francs et vraiment en mode solution pour atteindre les objectifs du PMAD. Au plaisir. Merci beaucoup de votre participation et à bientôt.